Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode à l'intérieur de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Nouvel épisode d'un Bada que nous poursuivons avec Hervé Pierre. Hervé Pierre, bonjour. Bonjour. Hervé Pierre, ci-devant sociétaire de la Comédie Française. Mais toujours comédien. Et c'est précisément, si vous voulez bien, par votre arrivée, votre travail à la Comédie Française que nous allons aborder cette troisième conversation. Vous entrez à la Comédie Française après avoir d'abord hésité au point de refuser. Oui. Je ne fais pas ça. Ça fait un peu prétentieux, mais c'est vrai. Oui, non. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je reconnais que moi j'ai pratiqué mon métier. En fait, j'ai fait les rencontres à chaque fois qui m'ont nourri de manière extraordinaire. Je vous ai parlé de Jean-Louis Hourdin et de la connivence, complicité qu'il y a eu avec lui, ou sur des spectacles comme Le Monde d'Albert Cohen, qui ont été des moments très forts, très puissants. Mais toutes ces rencontres avec j'ai toujours été gâté, quoi. Et au moment où Marcel Bozonnet me contacte et me propose de rentrer à la Comédie Française... Marcel Bozonnet, à l'époque administrateur général. Voilà. En fait, il me propose de rentrer pour partir en tournée avec Don Juan, mise en scène par Jacques Lassalle. C'est pour endosser ce Sganarelle, ce qui m'aurait franchement pas déplu, mais c'est pour remplacer Jean Dautremet. Jean Dautremet qui a été donc mon professeur à l'école du TNS. Et tout à coup, ça me met un petit peu mal à l'aise. Je me dis, mais j'ai pas très envie de marcher dans les pas de Jean. Et puis c'est pour partir en tournée. Donc je me dis, je vais rentrer dans cette maison pour finalement faire ce que je fais déjà dans l'intermittence, c'est-à-dire essentiellement partir en tournée. Et alors qu'en fait, j'étais dans un moment où on me proposait de très très belles choses au théâtre. J'étais en train de faire des spectacles qui ont été très très beaux avec Dominique Pitoiset, Lourfaust, Oblomov. Enfin, c'était des rencontres magnifiques. Donc je me suis dit non, c'est pas le bon moment, quoi. Voilà, je suis désolé, ça ira pas. Et puis plus tard, Daniel Znik, qui est un acteur magnifique que je connaissais bien, qui avait fait beaucoup de spectacles avec Valère Novarina, était entré à la Comédie Française, était très aimé par l'ensemble de la troupe parce que c'était quelqu'un d'éminemment aimable, drôle, puissant, grand acteur, meurt, en fait, subitement, d'une rupture d'anévrisme. C'est un choc pour tout le monde, je crois, dans la troupe. Et il est programmé dans la distribution de Partage de midi de Claudel, mis en scène par Yves Bonnen. Et là, je crois que l'administratrice, Muriel Mayette, le metteur en scène, ne trouve pas, en fait, qui pourrait endosser le rôle d'Amalric après Daniel. Et donc mon nom commence à circuler et je venais de travailler avec Yves Bonnen, on venait de faire un très bon Oncle Vania au Théâtre de la Colline. Et Muriel, je la connaissais un petit peu, donc elle prend contact avec moi. Et là, je me dis, j'ai jamais joué Claudel. Je connais bien Yves Bonnen. Il y a Marina Hans. Waouh. Il y a Éric Ruff. Double waouh. Et puis Christian Gonon, que j'avais rencontré dans l'intermittence. Je me dis, mais on est 4 sur un plateau avec Claudel. Ouais, là, ça vaut le coup, là. Là, c'est vraiment quelque chose. Et donc, j'ai accepté et j'ai pas regretté parce que ce spectacle était une merveille. C'était une très grande réussite. Et donc, mon entrée dans la maison s'est faite bizarrement comme un passage de relais avec Daniel, sur le fait que quelqu'un s'en va et
quelqu'un d'autre arrive. Je ne sais pas si ça sera mon cas maintenant avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je pense que c'était le bon moment, quoi. Alors, j'y suis rentré tard, j'avais 50 ans, mais d'une certaine manière, je regrette pas, parce que j'ai vécu 30 ans d'intermittence qui ont été extrêmement riches, et donc j'ai pu travailler 15 ans dans ces grandes institutions avec autant de belles propositions que ce que j'avais pu avoir dans l'intermittence. Donc, il n'y a aucun regret, en fait, du tout, quoi. Voilà. C'était un très grand honneur de rentrer dans cette troupe de cette manière-là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui frappe quand on arrive à la Comédie Française? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui rend l'exercice de votre métier différent ou pas dans une maison qui a 300 ans et qui dispose aussi, qui a 300 ans. C'est peu de choses de dire qu'elle a 300 ans. Elle a aussi un nombre de corps de métier considérable et des traditions, des moyens, des possibilités. Vous êtes arrivé à un moment, c'est Muriel Mayette, vous venez de le dire, qui dirige qui est administratrice générale. Et l'une des choses, je pense, les plus importantes qu'aura fait Muriel Mayette pendant ses deux mandats, mais surtout pendant le premier, c'est de changer la troupe. Enfin, en tout cas, de nourrir la troupe de manière différente. Je vous ai posé une question que j'ai moi-même dissous dans des digressions. Ça avait déjà commencé avant Muriel. Je pense que des gens comme Jean-Pierre Vincent, même si ça a été que très peu de temps, je pense qu'il a bougé des choses par rapport à cette institution qui avait des valeurs très conservatrices quand même dans son histoire. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Marcel Bozonnet a fait beaucoup a changé beaucoup de choses aussi, dans ses engagements aussi, donc comment il a engagé certaines actrices, certains acteurs. Et puis effectivement, Muriel a continué ça. Et je pense que Éric Ruff continue en fait cette ouverture de la troupe à une prise directe avec notre métier et son répertoire contemporain. Je pense que moi je suis rentré effectivement au moment parfait, idéal. La troupe est jeune, curieuse, enthousiaste. Elle est prête à s'engager corps et âme dans un rythme qui est impossible, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a 3 théâtres. Il y a Richelieu, il y a le Studio, et puis il y a le Vieux Colombier. Il y a eu une époque où il y avait 70 comédiens qui faisaient marcher cette institution sans qu'il y ait 3 théâtres. Maintenant, il y a 3 théâtres et on n'est plus que 60. Donc, il y a quand même quelque chose qui va dans quelque chose qui se réduit, mais ça veut dire que les acteurs et les actrices sont obligés de tenir, en fait, un rythme qui est, des fois, extrêmement difficile. Donc, si vous avez un exemple en tête, parce que je pense que pour connaître ça, par exemple, moi, je me suis retrouvé. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais j'ai pu me retrouver, par exemple, à un moment, de jouer 5 représentations en 2 jours. C'est-à-dire que je jouais 5 pièces différentes. Pas exactement 3 pièces différentes, disons. Voilà. À 14h, je jouais à Richelieu. Je crois que c'était La Grande Magie. Je passais au Studio pour jouer Vivant de Annie Zadek, mis en scène par Pierre Meunier, qui était un monologue, en fait, d'1 heure. Ensuite, je courais pour rejoindre ma loge pour jouer Le Malade Imaginaire, le rôle de Bérald. Et le lendemain, à 14h, je jouais La Grande Magie, et je retournais à 18h30 au Studio pour jouer Vivant de Annie Zadek. Donc, ça, c'est un moment particulier. Mais quand il faut ajouter les lectures qui sont organisées avec France Culture, les rencontres avec les étudiants, avec tout le travail qui est fait avec les enseignants, tout ça fait que les journées et puis les répétitions, bien sûr, de nouveaux spectacles sont énormes. Les journées sont énormes. Donc, je me suis rendu compte en rentrant dans cette maison que d'une part, je rentrais dans l'histoire avec un grand H, et ça c'est très impressionnant. Mais au bout du compte, quand on m'a proposé le sociétariat, j'étais le 522e sociétaire. C'est pas tant que ça, quand même, non ? Depuis ces 180, ça remplit même pas la salle de Richelieu. Donc je me suis dit, mais en fait,
le temps est étrange. C'est-à-dire, oui, je rentre dans l'histoire. On parle de Molière, ça semble si loin. Mais finalement, c'est pas si loin que ça. Mais la maison a un fonctionnement, une conscience, en fait, de représenter la plus grande institution théâtrale en France. Et c'est vrai, comme vous le disiez, moi je suis passionné par l'artisanat de notre métier, et donc par tous les métiers, en fait, qui constituent la fabrication d'un spectacle. Quand j'étais à Strasbourg, j'adorais déjà ça, parce qu'au Théâtre National, tous les ateliers étaient à l'intérieur du théâtre. Passer de l'atelier de peinture à l'atelier de construction, c'était un plaisir extraordinaire. Je pense que moi, mon métier est un métier d'artisan. Voilà, donc quand je suis arrivé à la Comédie Française, que je suis passé de chez les habilleuses en grimpant chez les lingères, de voir comment elles me montraient comment elles repassaient des fraises avec des petits fers à repasser en forme d'olive qu'elles mettaient dans un petit four. Mais c'est des savoir-faire, en fait, qui sont en train de se perdre. Chez les tailleurs, chez les costumières, comment voir comment elles travaillent chez les tailleurs sur des modèles, des patrons qui sont du XVIIIe siècle, qu'on ressort des armoires, tout ça. Toute cette histoire-là, en fait, de notre théâtre, je trouve on le sent quand on rentre dans cette maison, qu'on s'inscrit à un endroit de l'histoire. Et après, ce qui a été formidable, c'est que je suis arrivé à un moment où justement, on se disait, mais il y a aussi l'histoire contemporaine. Il y a ce qu'on est en train d'inventer, ce qui est en train de s'inventer. Et donc ça, je pense que c'est j'ai vécu un moment là, tout à fait précieux et particulier. J'espère que ça continuera encore de longues années, cet enthousiasme autour de la troupe. Mais moi, je sais que j'ai vécu un moment très fort, qui a été pour moi l'acmé avec le spectacle de Eric Ruff avec Peer Gynt, quoi. Voilà. Alors Peer Gynt, qui s'est joué non pas à la Comédie Française, mais au Grand Palais, Oui. Qui était un spectacle tout en longueur, si je puis dire, en bifrontal, et qui était un défi d'une certaine manière, parce que le précédent Peer Gynt, c'était Chéreau, au Théâtre de la Ville, et le Peer Gynt d'Eric Ruff, qui assurait d'ailleurs la scénographie et la mise en scène, a été un succès malheureusement irrépétable. Non, malheureusement. Pour des raisons financières et pour des raisons de lieu qui malheureusement. La chose disponible. C'est un de mes grands regrets, ça. Il y a une question que j'aimerais vous poser. La Comédie Française, vous l'avez dit tout à l'heure, a progressivement secoué un certain nombre des carcans qu'elle s'était donné à elle-même, et notamment un rapport avec le public qui était un rapport très ritualisé, avec les abonnements, avec les soirées habillées, enfin tant et si bien que c'était un lieu de monstration de son statut social, de sa réussite sociale, et puis pour le reste, c'était aussi beaucoup d'un public captif, c'est-à-dire le public des scolaires. Ça s'est progressivement défait. Mais vous qui avez été à la fois dans l'intermittence et dans cette institution, est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise aujourd'hui le public de la Comédie Française? Je veux dire, est-ce qu'entre 2007 et 2022, période pendant laquelle vous avez fait partie de la troupe, il y a quelque chose du public qui vous ferait dire c'est pas le même que celui qu'on voit ailleurs? Disons qu'en tout cas, les choses ont bougé en 15 ans. C'est sûr que moi, au début, quand je suis arrivé sur les premiers spectacles, je pouvais voir des rangs entiers se lever et sortir. Par exemple, oui. Vous avez un souvenir d'un spectacle? Oui. Même au salut où des gens se levaient et pouvaient nous dire face à face, c'est mauvais, hein, c'est très mauvais. Et donc, j'étais très surpris de cette relation de propriétaire, en fait, qui faisait des commentaires en direct, qui se levaient, qui claquaient les portes, qui faisaient claquer les strapontins pour montrer leur mauvaise humeur et leur... Là, en fait, maintenant, je pense que... Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir les spectacles qui n'avaient pas l'habitude de venir à la Comédie Française,
que j'invitais parce que, voilà, on se connaît, parce qu'il venait de la campagne, et qui était très surpris, en fait, du mélange de population maintenant qu'il y a dans ce théâtre. Avec beaucoup de jeunesse, un public qui s'est rajeuni beaucoup. Il y a en plus, on le sent, c'est un théâtre qui appartient à la nation. C'est marrant parce qu'en fait, on l'a très bien ressenti au moment du confinement. Le théâtre était fermé. Éric nous a proposé, en fait, de nous lancer dans une activité numérique. On a produit un certain nombre de choses numériquement. Et tous les retours qui sont venus, en fait, sur cette aventure, sont venus de province. Sont venus de gens qui disaient « Enfin, c'est à nous aussi, quoi. Ça nous appartient. » Eh ben, je pense que cette ouverture, en fait, démocratique, entre guillemets, ou qui s'ouvre à l'ensemble du corps social, du corps du public, comme je trouve il s'est opéré, pour moi, je l'ai ressenti dans les 15 années, là, mais justement, depuis la direction de Muriel Mayette, et là, avec Éric, il y a quelque chose qui est conforté dans le fait que, et c'est pas pour rien qu'au fond, les salles sont pleines à craquer, que ça refuse du monde, parce que, en fait, ce théâtre est devenu d'un accès beaucoup plus évident, simple. Bien évidemment que je trouve les places sont toujours trop chères et que c'est difficile pour une partie de la population, même s'il y a des places encore à 5 € au petit bureau, ça reste quand même difficile. Parce que aussi, je pense qu'il y a un désengagement de l'État qui est dommageable, mais pour l'ensemble des services publics, je trouve. Mais par rapport à cette institution, je trouve qu'il y a un danger dans le désengagement de l'État, parce que on pourrait se retrouver comme à l'opéra, qui n'est plus un opéra national, mais un opéra quasi privé, puisque le mécénat est de l'ordre de 51%. Donc, bien évidemment qu'on convoque tous les moyens qu'il faut pour faire en sorte que ça perdure, mais cet engagement, en fait, collectif de la nation, pour son public, pour l'ensemble des citoyens, je trouve que c'est une chose qui est vraiment importante et qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Cette sanctuarisation, en fait, d'un budget culturel qui fait qu'on permet au plus grand nombre d'avoir accès à la culture, je trouve que c'est important. Voilà. Le système du mécénat risque en effet d'aller avec une espèce de privatisation de l'espace public et faire en sorte que les grandes institutions culturelles fonctionnent comme elles fonctionnent aux États-Unis, c'est-à-dire avec un conseil, un board composé des généreux donateurs qui entendent bien peser sur la nature de la programmation. Ce qui fait que le service public qui consiste à prendre le risque de proposer au public quelque chose dont peut-être il ne sait pas encore qu'il va l'aimer, est transformé par on passe au marketing. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez voir ? On veut voir ce qu'on a déjà vu, puisqu'on ne sait pas encore si ce qu'on n'a pas vu pourrait nous plaire ou pas. Sur cette note un peu amère, mais justifiée, je vous propose que nous marquions une pause dans notre conversation. Alors, nous vous avons laissé Laissant vous-même la Comédie Française en décembre 2022, et nous avons déjà une petite idée de ce que vous pourriez faire, mais nous allons essayer de vous la faire préciser, et peut-être pour préciser cette idée, le moment est-il venu de prononcer le nom de Pierre Meunier. Oui. Alors dites-nous, qui est Pierre Meunier ? Pierre Meunier, c'est un grand poète du plateau. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en 96. En fait, Pierre a été formé au cirque, à l'école d'Annie Fratellini. Il a rejoint ensuite tout ce qui a été le nouveau cirque, justement dans fin des années 80, avec le cirque Aligre, dans lequel il y avait Bartabas, Niglou Branlo, qui vont faire ce petit cirque piccolo, là, circus, là, tout petit, avec Igor et Lily qui vont faire ce cabaret. Et puis, lui à un moment, donc, rejoint les colporteurs. C'est une compagnie de funambules
et qui ont inventé la volière de Romesco. C'est l'aventure de la volière de Romesco. Une sorte de grand chapiteau qui est comme une volière, où le tronc principal est un baobab, comme ça, qui soutient la toile, et où il y a des lianes sur lesquelles les funambules travaillent, etc. Et des oiseaux en liberté. Lui a inventé un personnage clownesque qui essaye de lutter, d'être à l'égal des oiseaux. Et donc, il invente des machines toutes plus saugrenues les unes que les autres, qu'on peut sans doute apercevoir au début de l'aviation. Ces gens qui pédalent pour faire agiter quelques petites ailes et qui s'écrasent malheureusement au sol. Lui passait son temps à inventer des machineries de cet ordre-là et puis s'écraser au sol. Jusqu'à ce qu'à la fin du spectacle, il court sur la piste et qu'en fait, il s'envole sans aucune machinerie. Quand il a quitté la volière de Romesco, il voulait faire une adaptation, travailler à une adaptation de Don Quichotte et Sancho Panza. C'était dans la suite logique. Et donc il cherchait un Sancho Panza, et donc on avait des amis communs et on s'est rencontrés. Voilà, physiquement j'avais, je pense, le profil du personnage. Et on s'est bien entendu, et puis il m'a dit, mais en fait je me suis trompé. En fait on peut pas adapter Don Quichotte, ça va pas, c'est pas. Et donc il a commencé à écrire, à travailler. Il a inventé un personnage qui s'appelle Leopold von Fliggenstein. Et donc son adjoint, son Sancho Panza, donc qui s'appelle Victor Kutsch, qui est un vérificateur des poids et mesures, qui a escroqué des commerçants et donc qui a été viré. Et à tous les deux, ils essayent de lutter contre les lois de la gravitation universelle, de donner à la matière le goût de la légèreté. Et donc ils se livrent là aussi à des expérimentations assez saugrenues. Donc on a travaillé ensemble sur un spectacle qui a été créé en 96, qui s'appelle L'Homme de plein vent, qui était un peu au début de sa compagnie, quoi, la Belle Meunière. Maintenant, il est installé, justement, il a pris la relève, en fait, de Olivier Perrier et Jean-Paul Wenzel à Hérisson, un petit village de l'Allier, à côté de Montluçon, où Olivier Perrier avait fait construire une salle de répétition qui s'appelle Le Cube. Et Hérisson devient un endroit tout à fait extraordinaire de création de spectacles. Il y a aussi Patrick Sims, un marionnettiste tout à fait singulier, qui est en train de construire son théâtre. Je suis passé voir. C'est comme dans les westerns, au milieu de la plaine, là, des gens qui montent des panneaux, et il y a une petite église comme ça qui est un petit lieu de culture. Et ben là, c'est pareil. Il y a le Footsbarn, cette troupe d'origine anglaise qui est installée juste à côté, etc. Et donc c'est un endroit assez magique, assez extraordinaire, où j'ai travaillé pendant de longues années avec Jean-Paul Wenzel à faire des spectacles l'été. Et donc on a créé ce spectacle. Et puis ensuite, Pierre a continué à travailler dans cette même obsession. En fait, le spectacle suivant était Le Chant du ressort. C'était quelqu'un qui vendait des ressorts. Et donc, il y a eu Le Tas, parce qu'il se préoccupe justement de la matière. Il a un solo qui s'appelle Au milieu du désordre, où il manipule des pierres, il les transmet aux spectateurs, etc. C'est un philosophe, poète, écrivain, mais quelqu'un qui jubile, en fait, qui est dans la suite aussi de Tati, de Pierre Etex, il a ce côté un peu clownesque, un peu drôle, des gens qui s'intéressent profondément à des choses qu'on ne peut pas résoudre, mais comme les philosophes le sont. Là, ils viennent de faire, Bachelard. Maintenant, ils travaillent avec Marguerite Borda. Ils sont deux. Mais ils viennent de faire Bachelard Quartet sur justement Gaston Bachelard. Magnifique. C'est beau. Donc là, on s'est dit qu'on allait reprendre ce spectacle. Alors, bien évidemment, qu'en 96, quand on l'a fait, on avait le corps et l'énergie des gens de 40 ans, voilà. Et donc, on pouvait grimper au rideau. Maintenant, quasiment 30 ans plus tard, grimper au rideau, c'est pas facile. Ça fait mal partout. Et donc, ça a un côté pathétique. En fait, ils y croient encore. Ils y croient encore. Ils pensent qu'on peut changer le monde.
Ben, ça fait du bien, en fait. C'est émouvant de voir que le rêve est encore possible de faire bouger les choses et effectivement de donner à la matière le goût de la légèreté. Bon, ben voilà. Et donc on s'y recolle là au mois de mai 23 au théâtre de la Bastille. Il y a il y a une espèce de sympathie pour le pathétique dans les spectacles de Pierre Meunier. Et il me semble que le moyen, pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaissent pas, le moyen le plus simple, le plus direct de s'en rendre compte, c'est la vidéo de ce spectacle boueux et baroqueux. Oui, alors, je vais vous demander de dire deux mots. Oui. Alors, comment ça s'appelait ? C'était... mince, j'ai un trou, c'est pas si grave. Ça va vous revenir. Oh, ça va me revenir. Mais oui, c'était Marguerite et Pierre ont fait un spectacle qui s'est joué au Théâtre de la Ville, qui s'appelait La Vase. Et donc, c'était une sorte de laboratoire, en fait, qui essayait de recréer, d'une certaine manière, la vie, ou de questionner la vie à partir de l'élément de base, l'élément essentiel, de là d'où on vient. C'est-à-dire on est rampé, on est sorti du bouillon comme ça initial, et donc de cette vase première. Et donc ils avaient travaillé justement sur la production de cette matière boueuse. Et donc ils ont eu l'idée, après ce confinement qui nous a tous mis par terre, de rassembler toute une équipe, de danser un menuet au milieu de la boue. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que pour tenir debout dans ces conditions-là, pour tenir debout quand l'adversité est telle, quand tout s'effondre autour de vous, quand tout glisse, quand tout le monde patine, c'est pathétique, mais terriblement drôle. Mais je pense qu'il y a dans le rapport de Pierre et Marguerite au théâtre une filiation en fait, avec les grands comiques américains, les Buster Keaton. Buster Keaton, effectivement, ne rit jamais, mais tout ce qui lui arrive nous fait terriblement rire. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose, oui, de pathétique, mais terriblement drôle sur l'humanité et sur la difficulté qu'on a à rester debout. Je ne connais personne qui n'ait pas été secoué de rire en voyant cette vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, et de ce qu'on appelle communément un bon rire. Donc, vous allez au mois de mai, vous l'avez dit, au Théâtre de la Bastille, en reprenant ce spectacle de votre jeunesse enfuie. Deux questions. Est-ce que vous avez envisagé de faire de la mise en scène maintenant et est-ce que vous avez envisagé d'enseigner ? Bonne question. Parce que mettre en scène, je ne sais pas. Au bout du compte, quand j'ai mis en scène, c'est toujours quelque chose qui s'est imposé à moi quasiment. Par exemple ? Par exemple, quand on a travaillé avec Daniel Jeannetot et Clotilde Molem, mon épouse, sur Le Gardeur de troupeau. C'est quelque chose qui est arrivé. J'étais à Toulouse, je tournais un spectacle, je ne sais plus quel c'était. J'arrive dans une librairie, je vois un petit livre au rayon poésie, je le tire, je le lis, je suis ébloui. Et je rentre à la maison et je dis, il faut faire quelque chose avec ça. Et puis ensuite, c'était pas effectivement à moi de le dire, c'était à mon épouse, c'était Clotilde qui devait le dire. Et donc on a fait ce spectacle. Ça s'est imposé à moi. Voilà, comme le fait de travailler avec le père de Clotilde, avec mon beau-père, qui a écrit un texte qui s'appelait Ordinaire et disgracié, et où il y avait la possibilité, tout à coup la chance de travailler avec André Tincy, qui était une immense actrice. Mais à chaque fois, les choses s'imposent à moi. Je me rends compte que j'aborde le plateau par la connaissance que j'en ai, c'est-à-dire je sais que le plateau, pour moi, est l'endroit de l'acteur. Maintenant, la mise en scène s'enseigne. Il y a des écoles pour apprendre la mise en scène. Moi, j'ai toujours pensé que le metteur en scène était simplement le meilleur d'entre nous. Dans l'équipe, il y en a un qui a les qualités pour ça, quoi.
Et puis, il peut être électricien, décorateur, universitaire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui arrive, c'est une fonction qui est relativement récente. Elle a été inventée au XXe siècle. Hein. Et donc, en fait, je ne me sens pas dépositaire de ce désir-là. Il y a un rapport qui est au pouvoir aussi, avec lequel j'ai un peu de mal des fois. C'est pas simple. Il y a un plaisir fou, évidemment, à voir pousser, se développer en fait un projet dont on est dépositaire, essayer de rassembler en fait des gens pour qui concourent à aller exactement au même endroit tous ensemble. Mais ça demande certaines qualités, pour certaines que je n'ai pas sans doute. Donc je préfère en fait être acteur et à un moment je suis l'acteur qui met en scène, voilà. Mais je suis pas metteur en scène. Quant à enseigner, en fait j'ai des scrupules à le faire. Je me rends compte que, et ça c'est peut-être un scrupule idiot, mais j'ai l'impression que pourquoi est-ce que j'aurais la prétention de transmettre quelque chose dont je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que je doute encore de comment je fais ce métier, des raisons pour lesquelles les raisons pour lesquelles je le fais, je le sais. Mais la manière dont je le pratique, dont je le fais, ça m'interroge encore toujours. Pardon, mais quand vous avez parlé de votre propre formation, de vos propres découvertes, vous avez dit à quel point vous deviez des choses, d'une part à certains professeurs qui vous ont fait voir, fait découvrir aussi bien le Théâtre du Soleil que aller voir la Cagnotte montée par Jean-Pierre Vincent à la Chaux-de-Fonds. Oui, c'est vrai. Ou qui ensuite au TNS vous ont simplement ouvert des portes, ils vous ont pas transmis leur façon de faire, ils vous ont ont montré ce que vous pouviez faire vous-même. Oui, je suis d'accord. Ça suppose de l'empathie, de l'intérêt pour les autres, et une connaissance aussi évidemment de tout ce que le répertoire peut offrir. Je ne sais pas, mais je ne vous connais que de l'extérieur. Non, mais je me dis que je suis d'accord. Hein. J'entends bien. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand je racontais l'anecdote sur la rencontre avec Philippe Clévenot sur le spectacle Édouard II, sur ce moment où il me rend la couronne et où il me fait un clin d'œil, je me suis rendu compte à quel point aussi je n'avais rien appris à l'école, quelque part. C'est-à-dire que j'avais rencontré Claude Petitpierre, et là je rencontrais en fait Philippe Clévenot, et que c'est dans le faire, quand on fait quelque chose en fait. Claude Petitpierre, je l'ai rencontré parce qu'on a fait quelque chose ensemble. Il s'est engagé, il n'était pas seulement le chargé de la pédagogie, mais il s'est engagé dans notre aventure du théâtre du Troc. Il était avec nous, il transmettait quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est comme ça que je l'ai rencontré vraiment. Parce qu'on faisait quelque chose ensemble, pas parce qu'il me transmettait quelque chose en tant que professeur, parce qu'il était impliqué en fait dans du faire. Et c'est là où je me dis, mais les jeunes actrices, comédiens que je rencontre, c'est peut-être comment je travaille avec eux en tant qu'acteur. C'est à ce moment-là, je pense, qu'il y a le plus de transmission, de partage. Mais pas dans la posture du sachant qui transmet à quelqu'un qui ne sait pas. Quand j'ai fait j'ai participé une ou deux fois à sélectionner des groupes pour une école, celle de Bordeaux, celle de Rennes. Et des fois, on voit arriver des jeunes actrices, acteurs, et on se dit, ils ont tous le même professeur. On voit en fait déjà qu'ils ont été formatés. On leur a appris quelque chose. On leur a dit, les Alexandrins se disent comme ça, comment on se positionne sur un plateau. Moi, je trouve que c'est pas juste ça, en fait. Parce que c'est comme si on voulait que le monde vous ressemble. Par contre, partager sur un plateau une même aventure théâtrale, et ça peut être modestement, mais où on est coltiné. Moi, à ce moment-là, je sais que je suis au même niveau qu'eux. Je vais en baver autant.
je vais me poser les mêmes questions. Je vais avoir des résolutions que je vais pouvoir proposer, dont eux vont pouvoir se dire, mince alors, il fait ça comme ça? Ah ben tiens, c'est étrange, j'aurais jamais... Bon, oui, la légèreté en fait de ça qui fait qu'on passe par un travail qui est commun, ça je la comprends, et là je pense qu'il y a de la transmission, qu'il y a de la porosité entre moi et eux, que ça échange. Mais me retrouver dans la position du professeur qui va venir donner son cours, j'ai du mal. Juste une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que, je crois dans notre première conversation, ou la deuxième, peu importe, que vous aviez joué Oncle Vania. Oui. Au Théâtre de la Colline, si je me souviens bien. Oui. Et vous avez joué Vania, oui. qui est une forme d'adaptation, c'était au Vieux Colombier, oui. Dirigé par une metteuse en scène de génération nettement d'après vous, qui est Julie Deliquet. Oui. De ces deux interprétations, de ces deux représentations de Vania, et donc le Vania, qu'est-ce que vous tirez, qu'est-ce que vous gardez? Eh ben, quand on a travaillé Oncle Vania avec Yves Bonnen, il y avait une équipe formidable, il y avait Laurent Poitrenaud, il y avait Roland Bertin, qui faisait Sérébriakov. Comment dire? C'était sur les personnalités. Le spectacle reposait sur nos personnalités. Personnalités de chacun d'entre nous. Il y avait une distribution magnifique, hein, vraiment. Quand on a travaillé avec Julie, en fait, ce qui est magnifique dans son travail aussi, c'est que c'est la chose collective, en fait, qui est première. Pas la manière dont chacun prend en charge son personnage et ce que ça produit sur le plateau. Le spectacle de Yves Bonnen était magnifique, il y avait un geste esthétique aussi qui était très beau, et tout ça, bien sûr, c'était vraiment très beau. Mais avec Julie, en fait, c'est le plateau qui décide, qui raconte, elle a une manière de pratiquer le théâtre qui moi m'a beaucoup touché, parce que j'avais l'impression de revenir justement quelques années dans les années 70 et 80, c'est-à-dire des chantiers poétiques qui s'ouvrent, et où elle a acquis par le travail qu'elle a fait avec sa compagnie In Vitro une maîtrise en fait de sa pratique qui est tout à fait exceptionnelle, moi je trouve. Elle fait confiance aux acteurs, elle fait confiance au plateau. Elle propose en fait des règles. Si les actrices et les acteurs acceptent de rentrer dans cette proposition, alors le spectacle va s'écrire avec ces propositions-là. Donc, le Vania qu'on a fait avec elle, bien évidemment qu'il y avait, par exemple, certes, il n'y en avait pas tellement d'ailleurs, hein, mais il y en avait peut-être 1 ou 2 endroits qui étaient en improvisation. Mais le reste, c'était la pièce. Toute la pièce. Et rien d'autre que la pièce. On me disait, oui, mais enfin bon, vous avez adapté, puis vous... Non, c'est pas vrai. C'est la pièce. Simplement, effectivement, il y avait une réappropriation de la pièce de Tchekhov à l'endroit où elle pose son chantier. Elle démonte, en fait, la pièce. On l'a démontée tout un petit morceau. Puis ensuite, on l'a remontée. On la connaissait donc terriblement bien, de l'intérieur. Et donc, le geste, en fait, qui est produit, c'est un geste collectif. Elle a créé une familiarité entre nous, elle a créé une familiarité avec le texte, et elle crée donc une familiarité des spectateurs avec le spectacle. C'est une alchimie qui est assez étonnante. Bien évidemment que dans le spectacle de Yves, eh bien, on voyait un très beau geste esthétique, de très belles actrices, de très beaux acteurs. Tout ça est très bien. On entendait bien la pièce. Mais on était moins dans cette familiarité et cette empathie avec la pièce de Tchekhov. Hervé Pierre, je vous remercie. On n'a pas parlé du cinéma, on n'a pas parlé de la télévision, mais j'avais coutume de dire, et je n'ai pas changé d'avis, que la radio et donc le podcast, c'est l'école de la frustration. Et puis après tout, rien ne dit que nous ne nous reverrons pas. En tout cas, nous vous souhaitons une nouvelle vie de comédien après la Comédie Française, aussi pleine de réussite. Je ne parle pas de réussite dans le sens commercial ou dans le sens du nombre, mais de réussite
professionnelle, esthétique, personnelle que vous avez pu avoir. Je voulais juste ajouter que notre complicité, à tous les deux, date de la prochaine fois, je vous le chanterai. Et c'est quand même un moment qui a été extrêmement gracieux, en tout cas pour moi, dans le rapport à la chanson, et j'ai toujours le petit CD que je me repasse. Ça a été un moment de complicité quand même, assez merveilleux. J'ai eu la chance de faire avec vous tous, avec la troupe de l'époque, pendant 5 ans, je crois. Donc, un cabaret où je vous proposais aux uns ou aux autres de chanter. J'avais proposé l'idée à Muriel Mayette, qui m'avait dit, oui, c'est une bonne idée, mais il y en a que 2 ou 3 qui savent chanter. Et sur les 60 que vous êtes, il y en a 56 qui ont fait partie de la troupe. Et les 4 qui n'en ont pas fait partie, une, c'est parce qu'elle m'a dit, écoute, je sais chanter, mais pour l'amour de Dieu, j'ai horreur de ça, donc ne me le demande pas. Et les 2 autres, c'est 2 des plus occupés de la troupe, qui sont Denis Podalides et Guillaume Gallienne. Et puis, il y en a un 4e, et je crois que c'est parce qu'il a fait que passer et qu'il n'est pas resté. Mais ça a été en effet un moment, il semblerait qu'en effet, tous ceux qui y ont participé en ont gardé, comme moi, je crois. un agréable souvenir. Mais écoutez, merci d'avoir évoqué l'origine de cette complicité, et je donne donc rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec un nouvel invité.